Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat, toujours présenté depuis nos domiciles respectifs pour cause de confinement. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Alors pour commencer cette émission, nous verrons que Jean-Pierre Pernaut, même confiné, reste incisif quant à la responsabilité du gouvernement dans la crise que nous traversons. Les médias complices de la haine anti-policiers. Alors qu'un attentat islamiste a failli coûter la vie à 2 policiers, les médias ont comme d'habitude traité à minima le drame. Dans cette émission, nous nous interrogerons sur le rôle de ces médias dans la montée de la haine anti-policiers dans les banlieues. Sophia Aram qui insulte une partie des contribuables qui la rémunèrent, des décodeurs qui admettent leurs erreurs sur l'efficacité des masques. Dans ce immédiat, nous reviendrons sur l'actualité médiatique de la semaine. Déconfinement, la bouffée d'air frais des médias alternatifs. Après le discours d'Édouard Philippe sur le déconfinement, les médias dominants semblaient tous à peu près convaincus malgré le flou général. Heureusement, la presse alternative est là pour jouer son rôle de contre-pouvoir. Immédiat numéro 296 avec Jean-Yves Le Gallou, c'est parti. Et pour commencer cette émission, comme d'habitude, c'est l'image de la semaine. Et Jean-Yves, cette image, c'est celle du coup de gueule de Jean-Pierre Pernaut vendredi dernier. Dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masque, sans contrôle. Quel contraste avec les reportages où on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent tout seuls sur une plage ou en montagne ou en forêt alors qu'il n'y a aucun risque dans les régions où il n'y a pas de virus. Tout ça paraît incohérent comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes dont vous parliez tout à l'heure, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai, mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes, mais les restaurants bientôt toujours fermés. On a du mal à comprendre tout ça. Et maintenant, entre les infos un jour sur un déconfinement par région, le lendemain, c'est plus par région, un jour l'école est obligatoire, le lendemain, elle ne l'est plus, n'importe comment pour 15 jours de cours, puisqu'il n'y aura qu'un enfant sur 2 dans les classes. Donc tout ça donne le tournis. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, après ce petit coup de gueule, le confinement continue. Bon, voilà, il se mouille, il s'engage, mais il le fait de manière tout à fait correcte, puisque c'est un éditorial, plus que de l'information à proprement parler, mais il le fait sous le nom de coup de gueule, donc effectivement, il prend en quelque sorte sa liberté. Pernaut, il est habitué d'immédiat, si je puis dire, mais dans le bon sens, c'est un peu le héros de la France profonde. Il est évidemment très vulnérable, parce que c'est un mâle blanc de plus de 50 ans, et même peut-être de plus de 70, donc il est très exposé à la vindicte politiquement correcte. Ceci étant, le jour où on devrait le remplacer, moi j'ai des candidats, ou plutôt des candidates, qui pourraient très bien faire le 13h de TF1. Je pense à Gabriel Cluzel, à Charlotte Dornelas ou à Élise Blaise, voilà. Si on devait le remplacer un jour par des femmes, pourquoi pas, voilà, il y a des candidates, je le dis au patron de TF1 au passage. Bon, j'espère qu'ils ont pris bonne note de toutes ces propositions, qui sont excellentes. Passons au premier sujet, les médias complices de la haine anti-policier. Lundi 27 avril, en fin d'après-midi, un automobiliste a violemment percuté 2 policiers à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Les policiers ont été gravement blessés, l'un d'eux a même été entre la vie et la mort. L'assaillant, un certain Youssef, a été immédiatement arrêté et a tout de suite avoué avoir commis cet acte pour l'État islamique.
faisant notamment référence à la défense de la Palestine, un acte terroriste donc. Mais pour les médias, eh bien, rien n'est simple lorsqu'il s'agit d'un acte terroriste. Le nom de l'attaquant, Youssef donc, immédiatement connu par les journalistes spécialisés, comme par exemple Édouard Chano, n'a pas été communiqué avant plusieurs heures par les médias, comme l'a noté Jean Messia sur Twitter. Donc Jean-Yves, déjà on voit un petit décalage entre le moment de la connaissance du prénom et la diffusion. Oui, alors, gros retard à l'allumage, puisque 5 heures après les faits, alors qu'on connaissait le nom du terroriste 1 heure après, eh bien, le nom n'est toujours pas prononcé par les médias, de même que la tendance générale des médias est de parler de manière passive. Les policiers ont été percutés. Alors là, quand même, ils n'osent pas trop dire par une voiture, ils disent quand même par un automobiliste. Bon, mais on a le verbe passif et on essaye quand même on se précipite pas dans la fourniture d'informations précises aux téléspectateurs et aux auditeurs. Bah, c'est le moins qu'on puisse dire, Jean-Yves. On a d'ailleurs d'abord eu droit à une nuée d'articles et de reportages évoquant des motivations compliquées à comprendre. La Palme revient, comme souvent ces derniers temps, il faut le noter, aux Parisiens avec ce titre « Policier ciblé à Colombes, le mobile trouble de l'assaillant au cœur de l'enquête ». Donc Jean-Yves, on a, selon le Parisien, un mobile trouble. En fait, c'est un petit bobard par titrage, puisqu'effectivement, l'article montre que c'est absolument pas trouble. Le terroriste a fait allégeance à l'État islamique, il a affiché sa volonté de mourir en martyr, il avait même mis une lettre sur le pare-brise de sa voiture, donc c'est pas trouble. Voilà. Ça s'appelle une motivation terroriste, il n'y a pas du tout de trouble là-dedans. Mais le titre permet de créer le doute. C'est vrai que c'en est presque comique, puisqu'effectivement, le titre dit le contraire de l'article, finalement. Il n'y a rien de trouble. Absolument. Et puis alors, on apprend aussi dans l'article que le garçon était sympathique, hein. Comme c'est toujours le cas, aucun signe de pratique religieuse, sans histoire, gentil, serviable. Tout ça, d'ailleurs, n'est pas très rassurant, parce que si les terroristes se recrutent parmi les types gentils et serviables, c'est pas plus rassurant que s'ils se recrutaient parmi les types méchants et agressifs. Alors, on peut s'interroger sur la raison de cette description qui est un peu toujours la même. À chaque événement, c'est toujours le même type de description. Moi, je vois 3 explications possibles. Il y a d'abord tout simplement une certaine solidarité ethnique qui peut s'exprimer chez les voisins, les témoins. Il peut y avoir aussi la peur, tout simplement. On ne va pas critiquer un terroriste islamique, c'est pas très prudent. Et puis, il y a le mimétisme. Il y a le mimétisme, on parle comme on sait que la télévision attend, ou la radio attend qu'on parle. Et puis bien sûr, il y a le fait que les médias choisissent le témoignage qu'ils veulent au fond. Parce que s'ils ont 4 ou 5 témoignages, ils choisissent celui qui correspond le mieux à ce qu'ils veulent faire passer. À chaque fois, c'est la même méthode. Il y a vraiment beaucoup de répétitions, hein. Et puisqu'on parle de répétition, eh bien, il n'y avait pas que le Parisien, évidemment, à parler de motifs troubles, hein. On a également Marianne, hein, qui titre le profil psychologique du suspect en question. Et ce qui est amusant, Jean-Yves, c'est qu'on a retrouvé les titres du Parisien et de Marianne, de ces 2 journaux, lors des heures qui ont suivi l'attentat de Hanau en Allemagne. Donc, un attentat qui avait été très très vite qualifié de raciste, puisque la personne qui avait commis cet attentat était suspectée d'être un membre de l'extrême droite. Eh bien là, dans le Parisien, dans Marianne, quelques heures après les faits, eh bien, plus de toute prudence sur les motifs troubles ou pas, puisqu'on a le titre du Parisien, le récit de la tuerie raciste de Hanau, et celui de Marianne, 9 morts à Hanau dans 2 fusillades xénophobes. Donc là, on était dans la certitude, Jean-Yves. Oui, alors qu'en fait, on a découvert que le type était quand même, alors là, franchement perturbé, après, bon, et qu'en tout cas, il n'avait absolument aucun lien avec les milieux identitaires ou nationaux allemands, même si c'est vrai, l'acte avait sans doute aussi des motivations anti-turques, hein, mais aucun lien avec les milieux nationaux identitaires allemands, alors que tous les médias avaient fait l'amalgame, évidemment, et en plus, quelqu'un de fortement perturbé. Donc là, ils auraient dû faire preuve d'un petit peu plus de prudence. Mais bon. Surtout que là, il y avait vraiment des motifs troubles pour le coup. Donc, mais bon, il y a des moments, il y a des cas où les motifs sont plus troubles que d'autres.
Alors, les médias ont globalement tous évoqué ce drame, mais l'attaque islamiste contre des policiers a été traitée de manière finalement assez discrète compte tenu de la gravité des faits. Cette minoration, elle a été dénoncée par Éric Zemmour sur CNews. Je pense qu'il y a un certain, un certain plaisir de certains médias, je ne dirais pas tous, à occulter ce genre d'affaires. On avait déjà vu ça pour l'histoire de Roman. Vous vous souvenez, le Soudanais, qui avait tué 2 personnes quand même, c'était pas rien. Et pour cacher ça sous le tapis, puisque on est tous obsédés, omnubilés par l'épidémie. Je pense qu'il y a certains médias, oui, qui en profitent pour passer ça sous le tapis. Et il est à noter, Jean-Yves, eh bien, qu'une personnalité politique de premier plan a quand même pris la parole sur ce sujet. C'était sur le 20h de TF1, le lendemain du drame de Colombes, de l'attentat. Et c'est Marine Le Pen qui, interrogée sur le discours du Premier ministre, eh bien, a commencé son intervention en mentionnant le drame de la veille. Alors permettez-moi d'abord, avant de vous répondre, d'exprimer mon soutien aux 2 policiers qui ont été très grièvement blessés par un terroriste islamiste. Cette information est passée un peu inaperçue et n'est pas, à mon avis, traitée avec le sérieux qui s'impose. Oui, alors c'est intéressant de voir que Marine Le Pen, dans cette affaire, est obligée d'utiliser ce qu'on pourrait appeler un cavalier médiatique, c'est-à-dire elle est invitée à réagir sur les propos d'Édouard Philippe sur le déconfinement et a saisi l'occasion pour porter cette affaire-là un peu sur le devant de la scène, alors qu'autrement, elle est restée assez largement occultée. Effectivement, et puisqu'on parle des JT, cette attaque, cet attentat de Colombes a été mentionné dans chacun des JT de France 2 et de TF1 le lundi soir, mais la manière dont l'attaque a été présentée mérite qu'on s'y attarde, puisqu'elle a été exactement la même dans les 2 JT. Les 2 chaînes avaient envoyé un journaliste en duplex et consacré une petite minute au sujet de l'attentat de Colombes, mais cette petite minute suivait dans les 2 JT 2 minutes d'un sujet sur une blague raciste proférée par des policiers en intervention. Voici un extrait de ces sujets sur cette fameuse blague raciste qui a donc monopolisé 2 longues minutes des JT de France 2 et TF1. Cette scène, filmée la nuit dernière, on y voit un homme considéré comme suspect par les autorités, victime d'insultes racistes proférées par 2 policiers. Le préfet de police de Paris a demandé la suspension ce soir de 2 policiers accusés d'avoir proféré des propos racistes samedi soir. Les policiers interpellent un homme de 30 ans soupçonné de cambriolage, un ressortissant égyptien menacé d'expulsion et qui, pour s'enfuir, venait tout juste de se jeter dans le fleuve. Des propos racistes fusent. C'est pas nager, là, du coup, comme ça, nage pas. C'est cool, j'aurais dû accrocher un boulet au pied. L'homme que l'on voit ici cerclé en rouge est ensuite placé dans un véhicule de police. Des cris se font entendre. Le ministre de l'Intérieur a réagi sur son compte Twitter. Toute la lumière sera faite. Le racisme n'a pas sa place dans la police républicaine. La police des polices a été saisie. Sans attendre les conclusions, le préfet de police a demandé la suspension de 2 fonctionnaires mis en cause. L'homme interpellé, lui, a été relâché. Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis, condamne ce qu'il qualifie de loi du silence. Il faut envoyer un signal et à tous les policiers qui pourraient avoir ce genre d'attitude, de dire que le racisme, c'est pas tolérable dans une police républicaine. Alors, je crois que ce qui est important de bien mesurer, c'est que dans cette séquence de télévision, aux 20h, il y a 2 minutes pour la blague vaseuse, 2 minutes pour la blague vaseuse, c'est-à-dire des paroles, et il y a 1 minute pour l'attentat terroriste qui envoie quelqu'un en réanimation et en soins très intensifs. Policier agressé par un terroriste, c'est 1 minute, une blague vaseuse, parce qu'on est là, on peut dire dans l'argot de police un peu vintage. Alors bon, c'est quand même pas dramatique, d'autant plus que les policiers, ils sont intervenus dans des conditions un peu difficiles, donc ils relâchent un peu la pression. Je dois dire d'ailleurs, le reportage est absolument extraordinaire, parce qu'on parle de quoi quand on dit la personne? D'abord, c'est un clandestin, quelqu'un qui a violé nos frontières, qui viole nos lois. C'est un délinquant. Bon, et on dit il est menacé d'expulsion. Bah oui, c'est la moindre des choses. Il va d'ailleurs être tout de suite relâché par la justice. Bon, et par contre, le drame, c'est la blague vaseuse des policiers.
Alors, moi, je dois dire, la blague, elle est peut-être vaseuse, mais des blagues vaseuses, il y en a eu il n'y a pas longtemps. Les ministres eux-mêmes ont fait sur leurs réseaux sociaux, sur leurs échanges, et c'est paru, des blagues vaseuses sur le confinement, des blagues sexistes, des blagues pornographiques sur le confinement. Bon, on n'en a pas fait une histoire. On a eu raison d'ailleurs, ce n'était que des blagues. Et là, on en fait quelque chose d'absolument monstrueux. On suspend les gens au bout de quelques heures, alors qu'il y a des enquêtes pour des personnes éborgnées alors qu'elles manifestaient pacifiquement, qui n'ont toujours pas avancé au bout de 18 mois. C'est vraiment hallucinant. Et Jean-Yves, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que TF1 a donné la parole à Éric Coquerel dans son reportage, qui est le député de la circonscription, et Éric Coquerel, le jour même, dans la foulée, au même endroit exactement, peut-être même devant les mêmes caméras, il a tenu des propos que je vous rapporte et que je vous laisserai commenter. Le 17 octobre, ici à l'île Saint-Denis, on a repêché des centaines de corps d'Algériens jetés dans la Seine. Et donc, il a fait ce parallèle, en fait, entre les propos des policiers et ce qu'on a appelé des massacres de la Seine qui auraient eu lieu en octobre 61. Donc voilà, Jean-Yves, je voulais votre réaction là-dessus. Alors, double mensonge, d'abord parce que les policiers, ils sont allés récupérer le clandestin égyptien dans l'eau, ils ne l'ont pas noyé, ils l'ont plutôt sauvé. Donc, première différence. Deuxième différence, c'est qu'il n'y a jamais eu des centaines d'Algériens jetés dans la Seine après le 17 octobre 61. Il y a eu une manifestation assez violente. Il y a eu, selon les interprétations, 1 ou 2 morts, voire 7 morts dans les interprétations les plus avantageuses, si on veut dire, par rapport à ceux qui accusent la police. Donc on est dans le mensonge, on est dans le bobard historique complet, de la part de quelqu'un qui est simplement la marionnette du clientélisme maghrébin et musulman dans cette circonscription. Alors Jean-Yves, de manière plus large, on voit donc qu'il y a eu une grosse part d'attention médiatique qui a été donnée à cette blague, et une petite part à l'attentat. Est-ce qu'on peut dire globalement que les médias jettent de l'huile sur le feu dans la haine anti-policier ? C'est-à-dire que les médias font 2 choses. D'abord, effectivement, ils montent en épingle des faits parfaitement mineurs, voire inexistants. Il faut dire que ce n'est pas la première affaire. On a eu l'affaire Théo, on a eu l'affaire Adama, on a eu donc, où là, les médias sont systématiquement dans la version accusatrice des policiers, et dans le même temps, ils parlent très peu de ce qui est un phénomène extrêmement grave, à savoir l'attaque de policiers visés comme policiers, l'attaque meurtrière de policiers visés comme policiers, ou l'attaque de commissariat, comme on l'a évoqué la semaine dernière. Or, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une forme de séparatisme qui se développe dans un certain nombre de banlieues de l'immigration, où on veut tout simplement interdire la présence de la police. Donc on est dans une action séparatiste. Le mot séparatiste avait d'ailleurs été utilisé par le président Hollande. Mais c'est un séparatisme qui est encouragé par le discours médiatique, à la fois l'occultation médiatique de certains faits et l'exaspération d'autres faits ou prétendus faits. Alors, il y a un tweet que je voulais vous soumettre également sur cette question, celui du syndicat Synergie Officier. Nous sommes dans une guerre médiatique asymétrique. Les policiers doivent pouvoir filmer à visage découvert les provocateurs délinquants qui les harcèlent et diffuser les images pour montrer la réalité de nos interventions. Et Jean-Yves, cette guerre médiatique asymétrique, ce tweet de Synergie Officier a été salué par Éric Zemmour sur CNews. Et il y a un syndicat de policiers, je tiens à le dire, qui a parlé très pertinemment de guerre médiatique asymétrique. C'est-à-dire qu'on filme les policiers, on prétend que ce sont des bavures, et ce syndicat de policiers disait on va nous aussi filmer pour montrer ce qu'on vit et ce que sont devenus ces banlieues. Et moi, je les approuve tout à fait. Ils devraient filmer et on devrait le passer à la télévision et on verrait ce qui se passe là-bas. Alors, il est bien ce communiqué de Synergie Officier, mais rien n'empêche de le faire, de commencer à le faire, parce que s'ils attendent l'autorisation de leur hiérarchie, à mon avis, ils ne l'auront pas. Bon, donc ils pourraient le faire, et pas seulement le dire. Par ailleurs, je pense qu'il faudrait quand même qu'ils se structurent un peu davantage, parce que je note que ce syndicat de policiers, qui est donc censé défendre les policiers, c'est le rôle des syndicats en général, on défend le personnel, a chargé les 2 policiers accusés de la blague vaseuse
et à demander des sanctions, alors que le rôle d'un syndicat serait plutôt de les défendre. Donc, ils ont un pied devant, un pied derrière, et presque un pied dans la tombe. Et Jean-Yves, pour conclure sur ce sujet, eh bien, les médias ont quand même passé sous silence quelque chose d'important après donc, cet attentat à Colombes. Eh bien, c'est la réaction sur les réseaux sociaux de plusieurs internautes. Et là, on a des réactions, on va dire, favorables aux terroristes. Oui, alors quand vous dites plusieurs internautes, vous êtes très, très optimiste parce que c'est des centaines, c'est des milliers. Ce qui est quand même assez curieux, c'est que les réseaux sociaux qui sont extrêmement forts, que ce soit Facebook et même Twitter, pour censurer des comptes nationaux ou des comptes identitaires au nom de la lutte contre les discours de haine, n'ont absolument rien dit. Alors moi, je suis pas pour la censure, donc je vais pas trop râler, mais je trouve quand même incroyable qu'on considère qu'un discours critique sur l'immigration, c'est un discours de haine, mais qu'un discours quand un policier est renversé par un terroriste, on dit champagne. Il faudrait un petit peu où on ne censure rien. Bon, moi, c'est plutôt ma position. Où à ce moment-là, il faut peut-être aussi faire le ménage du côté des islamistes. Et de l'extrême gauche d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les islamistes qui disent ça, il y a aussi l'extrême gauche. Alors, je crois que si on conclut dans tout ça, quand même, dans l'attitude des médias, il y a vraiment toute une série de distorsions. Je prends l'exemple des Gilets jaunes. Pendant 3 mois, on n'a absolument pas parlé des violences contre des manifestants pacifiques. En l'occurrence, des vraies violences, puisque c'est des gens éborgnés, c'est des gens mutilés, c'est des gens admis aux urgences, voire en urgence absolue. Bon, donc là, il y a des vraies violences, les médias n'en ont pas parlé. Ils ont commencé à en parler quand l'extrême gauche a pris la main sur les Gilets jaunes. Et là, ils ont commencé à prendre un peu différemment le point de vue et parfois pris en compte le point de vue de l'extrême gauche face à la police. Et puis sur les banlieues, c'est le soutien systématique aux racailles. Soutien à Théo, soutien à Adama, soutien à ce clandestin délinquant. Parce que cet Égyptien est un clandestin délinquant. Donc il y a vraiment un formidable biais médiatique. Passons à la revue de presse. Alors pour commencer cette revue de presse, eh bien, on s'intéresse à ces infographies du Parisien qui sont l'une en date du 24 mars et l'autre en date du 24 avril, qui concernent toutes les deux l'efficacité des masques, et notamment ce qui nous intéresse, c'est l'efficacité des masques en tissu. Et Jean-Yves, le 24 mars, les masques en tissu sont totalement inefficaces ou bien mieux que rien. Et puis finalement, un mois plus tard, eh bien, on voit qu'ils sont efficaces à plus de 80%, entre 70 et 90%. Le Parisien est un parfait relais de la propagande gouvernementale. Quand le gouvernement dit « ça ne sert à rien », il fait une infographie pour dire « ça ne sert à rien ». Quand le gouvernement dit « ça sert à quelque chose », il fait une infographie pour dire « ça sert à quelque chose ». Voilà, c'est ce qu'on appelle une presse de propagande. C'est clair et net. Et ce qui est intéressant, c'est que eh bien, les décodeurs de France Info, le module vrai ou fake, eh bien, ont avoué s'être trompés sur la question de l'efficacité des masques. On les écoute. Vous avez sans doute entendu ce discours selon lequel le masque chirurgical était inutile pour l'ensemble de la population. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Eh bien, dire que le masque de chirurgien ou de soins était inefficace pour se protéger contre le virus, c'était une erreur. Nous avons tenu le même discours et nous en sommes désolés. En réalité, le masque de chirurgien protège efficacement les soignants contre le Covid-19. Donc, pourquoi pas la population ? Alors, écoutez, on pourrait dire faute avouée, faute à demi pardonnée. Bah, oui, à demi pardonnée quand même, parce que le mensonge, il a bien servi le gouvernement. Et maintenant, il dénonce a posteriori ce mensonge-là, tout en relayant les mensonges actuels sur les tests qui vont arriver, etc. Donc, faute avouée à demi, et je dirais même à quart pardonné, parce que c'est quand même assez grave qu'un organe qui prétend dire la vérité, qui prétend dénoncer les fake news et faire censurer ce qu'ils appellent les fake news, en accord avec les GAFA, eh bien, lui-même est colporté des fake news, et laquelle c'est extrêmement important, parce qu'il y a probablement aujourd'hui
des dizaines de milliers de personnes qui ont attrapé le virus à cause de ce mensonge, et peut-être des centaines ou des milliers de personnes qui sont mortes à cause de ce mensonge. Donc c'est pas tout à fait négligeable, alors qu'ils arrêtent de donner des leçons aux autres et qu'ils ferment leur boutique de correction des fake news. Pour l'instant, c'est plutôt la production des fake news en ce moment, effectivement. Oui. Pas que, mais il y en a quand même quelques-unes. Alors, sur France Inter, c'est pas de la fake news, c'est de l'humour, avec beaucoup de guillemets. Sophia Aram était en roue libre. Si, comme moi, tu as le confinement triste, j'ai la solution. Devenez con. Si, je vous jure. Mais attention, hein, pas juste un peu sur les bords, comme vous et moi, naturel. Non, devenez crétin, neuneu, nunuche, nounouille. Mais vraiment, bête à manger du foin, quoi. À la manière d'un bulot, d'une huître morte ou d'un fan de Donald Trump. Mais ça marche aussi avec les fans de Poutine, de Bolsonaro, les identitaires, l'extrême droite ou la fachosphère en général. Je vous jure, hein, j'ai essayé, c'est magique. Alors, le problème de Sophia Aram, elle a tout à fait le droit de ne pas aimer les identitaires, les nationaux, les gens qui soutiennent Poutine ou Trump, ou que sais-je encore. C'est tout à fait son droit. Sauf que c'est pas drôle ce qu'elle dit. Elle se prétend humoriste. Elle est payée comme humoriste par les contribuables, hein. Par les contribuables, bien sûr. Mais c'est pas drôle du tout. L'insulte, ça n'est pas drôle. Alors, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est de voir qu'il y a en fait en France aujourd'hui beaucoup de vrais humoristes, beaucoup de chansonniers, mais qui, curieusement, ne sont pas invités sur les grandes chaînes de radio et de télévision. Je pense à Sandrine Saroche, qui est sur Paris Première, dans l'émission de Zemmour, qui est drôle. Je pense à La Barjon, qui est une chansonnière qui est très drôle. Je pense aux Goguettes, qui est un groupe qui est assez drôle. Il y a beaucoup de groupes de chansonniers très drôles. Curieusement, c'est pas eux qu'on invite. Ce sont des gens qui n'ont aucun... Les humoristes de France Inter ont cette caractéristique, c'est de ne pas avoir d'humour. Quand même triste. Alors, je vous trouve un peu dur parce que même si c'est un drôle de zigoto, Guillaume Meurice est parfois un peu drôle quand même. Mais vous avez raison, peut-être que finalement l'humour c'est pas le premier critère pour être humoriste à France Inter, ça c'est clair. Alors, autre sujet dans l'actualité, eh bien c'est ce tweet de Philippe Herlin. En pleine pandémie mondiale et alors que plusieurs grands producteurs bloquent leurs exportations, la France brade ses stocks de blé à l'export. Donc Jean-Yves, on voit qu'il y aurait peut-être une question problématique sur la souveraineté alimentaire, et là les médias font plutôt silence radio. Ben oui, là il y a un vrai sujet de préoccupation, puisque Vladimir Poutine, qui est un vrai chef d'État, il bloque ses exportations de blé parce qu'il pense qu'il pourra en avoir besoin. Voilà, ça c'est la sagesse. Je pense qu'en France, le gouvernement n'a pas encore pris la moindre décision dans ce domaine. Donc à partir du moment où la Russie, qui est un des principaux exportateurs, cesser d'exporter, eh bien, les importateurs vont se reporter vers la France. Et si le gouvernement ne fait rien, il y a un risque de pénurie de blé d'ici quelques mois. En tout cas, c'est un sujet qui mériterait d'être pris en compte de manière meilleure que la manière dont on a pris en compte dans ce gouvernement la question des masques et la question des tests. Voilà. C'est vrai que justement ça fait le lien parfait avec le sujet suivant, la confiance dans le gouvernement elle est quand même au plus bas, on le voit avec ce tweet de Jacques Sapir, la confiance dans le gouvernement pour gérer l'épidémie est tombée selon un sondage BVA à 28%, la confiance dans les informations données par les médias et le gouvernement baisse aussi, et ils payent le prix de leurs mensonges, ajoute-t-il. Je pense qu'effectivement c'est assez juste. Écoutez, on a eu du double bobard systémique dans cette affaire, bobard à la fois du gouvernement et bobard des médias qui ont relayé les bobards du gouvernement. Bon, sur au moins deux sujets, on va faire court, les frontières, hein, ça ne sert à rien, le virus n'a pas de passeport et j'en passe, et les masques, ça ne sert à rien, voilà, donc si ça se servait, donc effectivement que les gens commencent à avoir quelques doutes, heureusement, s'ils pouvaient garder les doutes, ce serait bien. Alors, pendant que le doute s'installe, la communication présidentielle continue avec cette une de Paris Match. Brigitte Macron, confinée et engagée à l'Élysée, elle se bat pour les hôpitaux. Et ce tweet, cette une, elle est reprise ici par Yohann Usaï, qui est journaliste politique à CNews, et qui déclare « Emmanuel Macron ne veut plus de journalistes dans ses déplacements. Par contre, des journalistes à l'Élysée pour assurer la communication, il n'y a pas de problème. » C'est le triomphe du journalisme de cour. Hein. Et ce qui est intéressant dans ce tweet, c'est la personnalité même de Yohann Usaï,
qui s'est récemment un peu mise en lumière dans l'émission de Pascal Praud, l'heure des pros, pour avoir critiqué à mots à peine couverts Emmanuel Macron et sa décision de supprimer les journalistes lors de ses visites présidentielles. Il avait été salué par Pascal Praud qui avait noté le courage, ou en tout cas une certaine forme de courage, c'est pas non plus la révolution, mais intéressant de voir CNews qui a l'air d'abriter quand même plus de journalistes politiquement incorrects que la moyenne. Bon, ça reste... C'est pas difficile. Oui, c'est pas difficile. Mais c'est méritoire. On se satisfait de peu, mais c'est méritoire, effectivement. Alors, justement, on vient de voir la une de Paris Match, qui appartient au groupe Lagardère Active. Eh bien, Lagardère Active est en danger. Pourquoi ? Parce que Amber Capital, qui est l'actionnaire principal du groupe Lagardère, eh bien, veut balayer une gouvernance qui a failli à sa tâche, nous apprend BFM, sauf que la gouvernance qui a failli à sa tâche, c'est tout simplement Arnaud Lagardère, l'héritier de l'Empire. Une élection a lieu le 5 mai pour décider de la suite des événements pour le groupe. Et donc, l'actionnaire majoritaire l'actionnaire principal veut le départ d'Arnaud Lagardère et la fin des activités médias du groupe Lagardère. Et Jean-Yves, donc, Lagardère Active, si jamais cette prise de pouvoir arrivait, eh bien, ce serait tout simplement vendu. Et parmi le portefeuille de Lagardère Active, on a RFM, Europe 1, Virgin Radio, mais également en presse écrite, Paris Match et le JGD. Donc c'est pas rien, c'est une actualité médiatique à suivre. À suivre, la question étant de savoir qui rachètera. Ouais, et ça, ça risque d'être quelqu'un qu'on connaît. Il y a un certain nombre de macronistes à la manœuvre derrière. Ils ne vont pas perdre Paris Match quand même, là ce serait une catastrophe industrielle. Ah bah oui, et puis même le JDD c'est pas mal aussi, dans le journalisme. Le JDD, j'en parle, c'est Europe 1, voilà. Alors, pour finir cette revue de presse, Jean-Yves, ce tweet de Michel Janva, c'est presque officiel, le quotidien La Croix s'appellera désormais Le Croissant, avec ce montage. D'une part, la une du journal La Croix catholique, on le rappelle, hein, pour le premier jour du carême, donc aucune mention de cet événement. Et par contre, eh bien, le 24 avril dernier, le premier jour du Ramadan, une dédiée à cette fête musulmane. Alors, il y a une toute petite mention quand même du carême, mais ça ne fait pas la une. Quoi, voilà. Alors que le Ramadan, lui, fait la une. C'est quand même effectivement étrange pour un journal quand même supposé être catholique. Quoi. J'imagine que s'il y avait un journal musulman qui s'appelait Le Croissant, ils feraient plutôt leur une sur le Ramadan que sur le carême catholique, j'imagine. Hein. Et ce serait d'ailleurs assez logique. Ça semble logique, effectivement, et probable. Passons au deuxième sujet, déconfinement, la bouffée d'air frais des médias alternatifs. C'était l'actualité médiatique de la semaine. Les médias ont disserté jusqu'à plus soif quant aux déclarations d'Édouard Philippe sur le futur déconfinement. Tous ont repris en boucle les principaux points annoncés par le Premier ministre, que je vais donc vous épargner. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est bien de se focaliser sur la réception médiatique de ces annonces égrenées lors d'un énième long discours. Et globalement, les médias dominants ne se sont clairement pas mouillés, alors qu'on avait pu voir quelques critiques émerger, même jusque dans les bastions un peu macronistes de la presse, notamment sur la question des masques. Et bien là, tout le monde traite de manière plutôt neutre ces annonces d'Édouard Philippe. Alors, il y a bien quelques audacieux, comme Yves Tréhard du Figaro, qui évoque une douche froide, en notant que finalement le déconfinement du 11 mai ressemble de moins en moins à un déconfinement. Mais au Figaro, il est un petit peu seul, puisque dans un autre article, eh bien, les journalistes écrivent « Après les loupés du confinement, avec son cortège de tâtonnements, d'imprévoyance et de contradictions, Édouard Philippe se devait d'engager le déconfinement sur de meilleurs rails. Le résultat, un discours charpenté et détaillé de plus d'1 heure. » Alors, vous vous en doutez bien, si le Figaro salue le discours d'Édouard Philippe, ce n'est pas au Monde qu'on verra des critiques s'élever. Hier, en matinée, à la une du site du Monde, eh bien, aucune place au doute n'est laissée. Constatons que cette fois, nous y sommes. La France s'est dotée d'un plan de déconfinement cohérent et prudent. Peut-on lire, donc, toujours, c'est sur la une du site. Et en fait, ça s'explique puisqu'un journaliste du Monde répondait hier en direct et par écrit aux questions des internautes sur les annonces d'Édouard Philippe. Extrait choisi, cette question d'un internaute. « J'ai l'impression qu'à part cette France verte ou rouge, il n'y a rien de nouveau.
D'habitude conciliant en période de crise, j'ai tout de même maintenant la sensation d'une grosse part d'amateurisme. Et là, Franck Nouchy, le journaliste, répond « Non, ce plan, s'il est correctement mis en œuvre, n'a rien d'un plan d'amateur, comme vous dites. » Autre question. La voie choisie par le gouvernement sur l'école semble créer autour de moi beaucoup de colère et de frustration, même chez des gens très modérés politiquement. Pensez-vous que la recherche de compromis permanent est moins bonne qu'une bonne décision difficile ? Et là, le journaliste répond « Pour des raisons à la fois sociétales, économiques et psychologiques, le gouvernement a décidé de relâcher très partiellement la pression du confinement. Y a-t-il des arrière-pensées politiques ? Je n'en sais rien, je crois que c'est très secondaire par rapport aux enjeux. » Donc Jean-Yves, on voit qu'il y a un service après-vente au monde. Oui, bien sûr. Et on voit aussi qu'il y a, je pense, un grand décalage entre la manière dont le discours a été reçu par l'opinion, qui voit quand même le grand vague, et l'inquiétude avec le prolongement quand même des contraintes pendant on ne sait pas jusqu'à quand d'ailleurs, et puis les médias qui, au moins dans un premier temps, les médias officiels qui ont relayé, là encore avec beaucoup de complaisance, la parole gouvernementale. Alors face à la mollesse de ces médias dominants, il faut saluer la vigueur des journalistes des médias alternatifs. On a par exemple cette une du quotidien Présent, flou, furieux, donc une très très bonne une, avec un article offensif en page 2, Philippe ne convainc pas, et on attendait un plan, on a eu des aveux d'impuissance, et l'édito de Francis Bergeron, qui vaut aussi le détour. À 2 mois d'inquiétude a juste été ajoutée une nouvelle pincée d'inquiétude à un moment où le besoin d'adhésion et de clarté est le plus fort. Jean-Yves, Présent est plutôt offensif. Oui, mais là, très bon titre, hein, franchement, qui correspond au très bon titre parce qu'il est choc, mais il correspond bien à la réalité. Voilà. Le plan est tout sauf précis, on est bien dans le flou. Exactement. Alors en même temps qu'Édouard Philippe s'exprimait, eh bien, Gabriel Robin et Gabriel Cluzel commentait sur Twitter, Gabriel Robin de l'Incorrect, qui tweetait « Ils ne sont pas capables de présenter les choses sincèrement et avec rigueur. Pourquoi tenir ces discours fleuves impossibles à suivre ?» Puis Gabriel Cluzel qui tweetait « Après la marche arrière, la marche avant. Et en quoi le 11 mai serait-il le déconfinement ?» concluait-elle à l'issue de ce discours d'Édouard Philippe. Donc Jean-Yves, on voit qu'effectivement, il y a eu des hésitations d'Édouard Philippe. Alors, je crois qu'il y a des hésitations, il y a aussi des comportements différents de Macron et d'Édouard Philippe, tout simplement parce que Macron est président de la République, il a une immunité à peu près globale. Donc, il ne se sent pas menacé par des suites judiciaires potentielles. Alors qu'Édouard Philippe, en tant que Premier ministre, il est susceptible d'être poursuivi devant la Cour de justice de la République, qui est une cour dont les jurés sont en quelque sorte politiques, mais dont l'instruction est faite par des magistrats, et qui a déjà tranché dans le passé dans l'affaire du sang contaminé. Donc il pétoche, Édouard Philippe, il pétoche, et donc eh bien, il fait des discours très longs pour pouvoir dire « mais j'avais vu ça, j'avais vu ci, il prépare sa défense, il ne gouverne pas, il prépare sa défense. Et donc il prend tout en demi-teinte, précisément parce qu'il ne pense qu'à ça, c'est un juriste, et ce n'est pas un chef d'État. Article de Boulevard Voltaire sur un autre sujet, cet entretien avec Guillaume Bernard, qui s'inquiète de la relégation du sacré au rang de préoccupation totalement secondaire dans l'esprit d'Édouard Philippe. Il déclare « Dans les mesures égrenées par le Premier ministre, on voit toute la hiérarchie faite dans l'idéologie de l'actuel régime. Il nous dit que les parcs et les jardins sont absolument nécessaires pour l'équilibre des personnes. En revanche, la pratique de la religion n'est pas importante. Les messes sont toujours prohibées jusqu'au 2 juin. » Pour lui, Édouard Philippe, la vie religieuse n'est dans le fond qu'un aspect tout à fait subalterne de la vie sociale. Jean-Yves, c'est un point qui est effectivement peu soulevé par les médias dominants, mais qui est important quand même. On peut penser effectivement que les églises, en mettant un rang sur 2 et une place sur 2, ne seraient pas plus contaminantes que les supermarchés. Mais évidemment, la grande différence entre les églises et les supermarchés, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les supermarchés, nos cathédrales. Et donc, voilà, on laisse ouvertes nos cathédrales. On privilégie d'ailleurs les supermarchés par rapport au petit commerce. Hein. C'est pas négligeable. Et puis bon, ma foi, le sacré, tout ça, ça passe de l'autre côté, quoi. Voilà. Ouais. Donc on comprend effectivement que les catholiques réagissent un petit peu parce que derrière ça, c'est quand même la liberté de culte qui est mise en cause. Et d'ailleurs, c'est une préoccupation qui est aussi
qui a aussi eu droit à un article en présent, La foi ne passera pas. Donc voilà, il y a une vraie préoccupation de cette mise au second rang du sacré qui commence à inquiéter les catholiques. Enfin, sur cette question du traitement médiatique du discours d'Édouard Philippe, il faut saluer Valeurs Actuelles avec cet article « Édouard Philippe ou le vrai faux déconfinement de la France », qui parle d'un discours passablement ennuyeux dans le chapeau déjà. Et ensuite, Raphaël Steinville écrit « Édouard Philippe a démontré la cacophonie qui règne au sommet de l'État. L'histoire est tragique et le juridisme, les règles n'y feront rien pour nous immuniser de la mort. À quoi bon vivre confiné si la bureaucratie devait avoir la peau de notre économie et plus encore de nos âmes ?» Très belle conclusion. Il n'y a rien à ajouter. Effectivement, c'est beau et ça incite un peu à la réflexion et ça change de ce qu'on voit dans les médias dominants qui sont soit de la recopie d'AFP, soit des sujets un peu annexes, voire totalement secondaires. Donc c'est plutôt un bon point pour Valeurs Actuelles et l'ensemble des médias alternatifs. Bien, Jean-Yves, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et Jean-Yves, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.